Dans les années 1940 et au début des années 1950, l'Europe et le reste du monde se reconstruisaient selon des modalités qui auraient été difficiles à reconnaître depuis le début du siècle. Une partie de cette reconstruction était physique, rendue nécessaire par les ravages de la guerre. Mais une reconstruction politique et intellectuelle était également à l'œuvre, qui plaçait la guerre froide entre le communisme et le capitalisme, entre l'Union soviétique et les États-Unis, au centre des affaires mondiales. Pour les populations de la plupart des régions du globe, il était de plus en plus évident que le conflit entre grandes puissances les concernait directement, souvent au niveau personnel. Des événements d'origine locale et spécifique se métamorphosaient sans cesse en manifestations d'une lutte planétaire. La raison principale en était que Soviétiques et Américains défendaient des modèles de l'activité humaine aux prétentions universalistes. Les nazis avaient tenté de régner par l'extermination. Les empires coloniaux avaient gouverné par l'exploitation et l'oppression raciale. Mais la cruauté indéniable dont les deux superpuissances émergentes étaient capables, extermination nucléaire des villes ou envoi de millions d'individus dans des camps de travail, était compensée, dans l'esprit des peuples, par la promesse que chacune portait d'une vie meilleure, en particulier pour ceux qui avaient traversé l'enfer au cours des premières décennies du XXe siècle. La reconstruction des premières années d'après-guerre était autant psychologique que physique, et elle privilégiait une compétition de guerre froide pour les esprits. Au lendemain immédiat de la guerre, des agendas changeaient d'abord subtilement. Puis, à mesure que s'estompait le souvenir des tentatives de coopération en temps de guerre, de plus en plus rapidement. L'Organisation des Nations Unies, créature du président Roosevelt, était l'instrument à travers lequel celui-ci entendait réparer l'échec américain à contribuer à la construction de la paix et de la prospérité après la Première Guerre mondiale. D'emblée, l'ONU se concentra sur les opérations de secours et de sauvetage en Europe et en Asie. Grâce à l'Administration des Nations Unies pour les secours et la reconstruction, beaucoup fut accompli, principalement avec des fonds américains. Les agences onusiennes chargées de l'alimentation et de la santé, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé, commencèrent à étudier et à pallier famines et épidémies avec le soutien des deux superpuissances, et sans grande ingérence directe de la guerre froide. Même les nouvelles institutions économiques mondiales, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, furent lancées sans heurts majeurs, quoique les États-Unis, en tant que principal bailleur de fonds, conservassent le contrôle sur qui pouvait recevoir des financements. Staline considérait d'abord l'ONU comme une simple concession à ses partenaires américains de guerre et s'y intéressait peu, sauf au Conseil de sécurité, où l'Union soviétique USA de son droit de veto pour bloquer les résolutions qui lui déplaisaient. Ce furent les Américains qui découvrirent les premiers comment l'ONU pouvait servir leurs objectifs de guerre froide. Le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme fut adopté en 1948 par une coalition de membres du New Deal américain, de libéraux ouest-européens et d'élites postcoloniales, les soviétiques étant dans l'incapacité de le bloquer. Ils s'abstinrent finalement, comme 7 autres États. 48 votèrent en faveur. Le représentant chilien résuma le conflit en des termes nets. Les vues exprimées par la délégation soviétique procédaient d'une conception différente de la vie et de l'homme. La déclaration n'eut peut-être pas de grande portée pratique au cours des premières décennies de la guerre froide, mais son adoption fut une victoire des États-Unis sur les conceptions soviétiques des droits. Si les mots pouvaient être transformés en armes à l'ONU, la science pouvait l'être dans les universités et laboratoires du monde. En 1945, certains observateurs pensèrent que l'invention des armes nucléaires préviendrait tout conflit armé futur. Les conséquences de la guerre seraient simplement trop considérables. Mais l'administration Truman ne tint pas compte des appels à un contrôle partagé de ces armes terrifiantes par l'intermédiaire de l'ONU. Au lieu de cela, l'armée américaine commença à planifier intégralement l'emploi des bombes atomiques dans la guerre. Le plan « Broilé », d'abord élaboré en novembre 1947, l'un des premiers plans de guerre complet contre l'Union soviétique dressé par l'état-major interarmé, prévoyait le largage de 34 bombes atomiques sur 24 villes soviétiques. La Maison-Blanche et les hauts commandants militaires mesuraient le fossé terrifiant qui séparait les armes nucléaires des armes conventionnelles. Truman avait lu les rapports médicaux sur les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki. La bombe atomique n'était pas une arme ordinaire. Néanmoins, disposer du monopole nucléaire donnait aux Américains de l'assurance et stimulait leur volonté de définir une stratégie mondiale. À la fin de 1949, plus de 200 bombes avaient été produites, et 20 B-29 avaient été modifiées pour les emporter. Pour l'Union soviétique, le monopole nucléaire américain représentait une menace immédiate, même si ni Staline ni ses homologues américains ne croyaient que les armes atomiques à elles seules pouvaient gagner une guerre. Extérieurement, les soviétiques utilisèrent le refus américain de partager la technologie nucléaire dans le cadre de leur « campagne pour la paix », en présentant l'administration Truman comme des bellicistes. Intérieurement, Staline avait lancé un programme accéléré de développement d'une bombe soviétique. Alliant la maîtrise soviétique de la physique et le renseignement recueilli auprès d'espions infiltrés dans le programme américain, les plans progressèrent rapidement.
Le premier test d'août 1949 illustra ce que la science soviétique pouvait accomplir. Même si les soviétiques ne furent en mesure de produire que 5 ou 6 bombes atomiques au cours des premières années, une course aux armements s'enclencha dans laquelle Moscou semblait rattraper Washington. En novembre 1952, les Américains testèrent la première arme thermonucléaire, la bombe à hydrogène, 450 fois plus puissante que la bombe qui avait détruit Hiroshima. Les Soviétiques testèrent une arme similaire 9 mois seulement plus tard. La seconde présidence de Truman fut marquée par une tension croissante avec les Soviétiques, l'effondrement du gouvernement soutenu par les États-Unis en Chine et le déclenchement de la guerre de Corée. Ce fut l'époque où la guerre froide fut militarisée, d'un point de vue tant soviétique qu'américain. Truman peinait à élaborer une stratégie globale et cohérente pour mener ce qu'il espérait rester une guerre de l'ombre avec les Soviétiques. Jamais il ne douta que la lutte était à la fois contre l'Union soviétique et contre le communisme à l'échelle mondiale. George Kennan, qui mettait en garde contre une militarisation globale du conflit, fut remplacé en 1949 à la tête du service de planification politique du département d'État par le plus belliciste Paul Nitze, qui rédigea le NSC 68, un document radical dans ses recommandations, qui visait à mettre les États-Unis sur le pied de guerre pour un conflit susceptible de durer très longtemps. Le NSC 68 préconisait des augmentations spectaculaires des dépenses de défense, une volonté d'intervenir à l'échelle mondiale, la guerre économique et psychologique, les opérations clandestines, l'accroissement des capacités de renseignement et des dépenses pour la sécurité intérieure et la défense civile. Mais l'aspect le plus frappant du NSC 68 était la vision de l'ennemi qu'il dépeignait. L'Union soviétique, à la différence des précédents aspirants à l'hégémonie, était animée d'une foi fanatique nouvelle, antithétique à la nôtre, et cherchait à imposer son autorité absolue sur le reste du monde. Le document concluait que l'objectif à long terme des États-Unis était de provoquer un changement fondamental dans la nature du système soviétique. Un changement dont l'a déjoué le dessein soviétique était la première et peut-être la plus importante étape. Le Conseil de sécurité nationale lui-même, créé par Truman en 1947 pour coordonner les organes de politique étrangère, militaire et de renseignement au sein du pouvoir exécutif, devint progressivement le principal organe de coordination de la conduite de la guerre froide. Dans le même mouvement, la CIA fut établie pour centraliser les bureaux de collecte de renseignements existants et constituer un instrument clé des capacités américaines, tant par l'espionnage que par les opérations clandestines. À mesure que la capacité américaine croissait et s'étendait, celle de la Grande-Bretagne déclinait et se contractait. La Grande-Bretagne était encore une grande puissance aux intérêts mondiaux, mais elle n'avait plus la capacité économique de soutenir ce statut. Au sortir de la guerre, le pays était en faillite. Il avait perdu un quart de sa richesse nationale. Ses dépenses pour la Seconde Guerre mondiale équivalaient à peu près au double de celles de la Première. Pour rembourser ses dettes, reconstruire son territoire et financer l'État-providence promis par le gouvernement travailliste, le Royaume-Uni dut instaurer un rationnement pour la plupart des biens et réduire drastiquement ses engagements militaires à l'étranger. Les Londoniens sinistrés devaient attendre en moyenne 7 ans pour obtenir un nouveau logement. Politiquement, le gouvernement de Clément Attlee s'efforça de préserver l'illusion que la Grande-Bretagne pouvait jouer le rôle de force d'équilibre sur le continent européen, contenir le communisme, accorder progressivement davantage de liberté à l'Empire et construire un État-providence à l'intérieur. En réalité, il dut choisir, et ce qui était compréhensible, opta pour le second terme. En 1950, le retrait britannique à l'est de Suez était en plein essor. L'Inde et le Pakistan avaient accédé à l'indépendance en 1947. Il serait toutefois excessif de présenter la faiblesse internationale de la Grande-Bretagne des années 1950 comme totale. Elle possédait encore l'une des plus grandes armées et marines du monde, bénéficiait du prestige d'avoir tenu tête à Hitler, et avait rattaché son wagon à celui de la puissance dominante du monde. En contrepartie de ce recul de prestige, les Britanniques recevaient quelque chose: la médecine gratuite pour tous, les retraites universelles, les allocations familiales, et cela dans l'une des sociétés les plus marquées par les inégalités de classe de la planète. Si la vie en Grande-Bretagne était sens dessus-dessous, son ancien ennemi avait failli voir son existence oblitérée. L'Allemagne était un champ de ruines en 1945, et il fallut longtemps à ses habitants pour commencer à sortir des décombres physiques et psychologiques qu'Hitler avait laissés. La production industrielle allemande en 1945 représentait moins de 20% de ce qu'elle avait été avant la guerre. Les Allemands s'étaient ralliés en 1933 à un projet politique désastreux. Jusqu'à la fin de la guerre, ils avaient embrassé le mensonge, et l'effondrement nazi fut par conséquent totalement démoralisateur. En post-guerre, pour obtenir quoi que ce soit au-delà du strict nécessaire, il fallait passer par le marché noir. Les Alliés eurent du mal à décider du sort de l'Allemagne. Certains Français et Américains proposèrent son démembrement total. Un plan américain préconisait l'abolition de son potentiel industriel et sa reconversion en économie agricole. Le découpage en zones d'occupation fut l'accord le plus aisé à trouver au départ. Les Soviétiques obtinrent 40% à l'Est,
réduit à 28% quand Staline transféra du territoire allemand à la Pologne. Le reste fut partagé entre la Grande-Bretagne au nord-ouest, les États-Unis au sud et la France au sud-ouest. La discussion sur l'avenir à long terme de l'Allemagne fut rapidement submergée par ses besoins immédiats. Aucune des puissances occupantes ne voulait contribuer davantage à l'économie allemande que ce qu'elle en tirait. Les Soviétiques, qui contribuaient beaucoup moins dans leur zone, étaient occupés à démonter les industries allemandes survivantes dans la Ruhr pour les expédier à l'Est. Staline hésitait sur la politique soviétique à adopter envers l'Allemagne. Il avait appris de Lénine que l'Allemagne était le grand prix du socialisme en Europe. Seule une Allemagne communiste, croyait Lénine, permettrait à l'Union soviétique de perdurer à long terme. Si une Allemagne neutre pouvait être progressivement liée à l'Union soviétique, la guerre froide en Europe serait gagnée. Mais si les Américains réussissaient à faire de la partie de l'Allemagne qu'ils occupaient, la plus riche et la plus développée, un arsenal pour une attaque américaine contre l'URSS, le communisme serait écrasé. Cette indécision conduisit à la passivité, qui permit aux Allemands de l'Est et aux communistes de prendre les choses en main. Au printemps 1946, soviétiques et communistes allemands forcèrent les sociodémocrates de l'Est à fusionner dans un parti de l'unité socialiste, SED, sous le contrôle total des communistes, emmenés par Wilhelm Pieck et Walter Ulbricht. Des intellectuels de gauche de haut rang comme Stefan M. et Bertolt Brecht s'installèrent à l'Est, séduits par la propagande antifasciste du SED. La raison pour laquelle Staline voulait une Allemagne unifiée était exactement la même qui poussa les États-Unis, en 1947, à ne plus le vouloir. Un État allemand fonctionnel devait, selon Washington, être intégré à l'Europe occidentale pour réussir. Ce qui était incompatible avec une influence soviétique s'étendant à tout le pays. En mai 1946, le gouverneur militaire américain, le général Lucius D. Clay, suspendit unilatéralement les livraisons de réparation depuis la zone américaine. Les Britanniques en firent autant 3 mois plus tard. La Bisonie ainsi créée, fusion des zones américaines et britanniques à des fins économiques, posa les bases d'un État ouest-allemand séparé. Après l'échec de 2 réunions des ministres des Affaires étrangères alliés en 1947 à s'accorder sur les principes d'un traité de paix avec l'Allemagne, les Américains convoquèrent à Londres en février 1948 une conférence à laquelle les Soviétiques ne furent pas invités. La réforme monétaire qui s'ensuivit fut déterminante. Les alliés occidentaux créèrent une nouvelle banque centrale allemande, puis en juin 1948 annulèrent les dettes publiques et privées en plafonnant la conversion de l'ancienne monnaie en Deutschmark. Ils arrimèrent la nouvelle devise au dollar américain à un taux de change bas tout en abolissant le contrôle des prix. Les effets furent spectaculaires. Le marché noir disparut pratiquement du jour au lendemain, les marchandises réapparurent dans les boutiques et la production se remit à croître. Mais les épargnants, dont les économies furent pour la 2e fois de leur vie décimées, étaient furieux. Et les Soviétiques, contraints d'introduire une monnaie séparée à l'Est pour éviter que leur zone soit inondée par l'ancienne monnaie désormais sans valeur à l'Ouest, l'étaient encore davantage. La réforme monétaire ouest-allemande faisait intégralement partie du plan Marshall, lui-même élément de l'intégration de l'Europe occidentale dans une économie capitaliste à direction américaine. Il était difficile de dire exactement dans quelle mesure l'aide du plan Marshall, d'un montant de 12 milliards de dollars, soit environ 150 milliards de dollars d'aujourd'hui, soit à peu près 1,5% du PIB américain par an, contribua à la reprise européenne. Une certaine croissance aurait probablement débuté de toute façon. Mais son effet psychologique fut massif partout. Les Européens de l'Ouest recommencèrent à croire aux institutions publiques et privées, ce qui rendit les dépenses possibles et accrurent l'emploi et la productivité. En outre, le plan Marshall permit de combler les déficits commerciaux avec les États-Unis, rendit moins importants les remboursements de réparation de l'Allemagne et facilita la reprise des échanges intereuropéens. Entre 1947 et 1951, la production dans les pays bénéficiaires du plan Marshall augmenta en moyenne de 55%. Les résistances ne manquèrent pas. Les communistes protestèrent, violemment dans certains cas. Des dockers de Marseille et de Naples empêchèrent le déchargement de navires américains. Les élites traditionnelles européennes craignaient que les Américains cherchent à bouleverser l'ordre social établi. Pour les Américains et les gouvernements ouest-européens, une part majeure du plan Marshall consistait à combattre les partis communistes locaux. La raison principale pour laquelle le communisme de style soviétique échoua en France ou en Italie fut tout simplement que leurs classes ouvrières commencèrent à connaître une vie meilleure, d'abord davantage grâce aux régimes de protection sociale gouvernementaux qu'aux augmentations de salaire. En Italie, lorsque ces effets indirects s'avérèrent insuffisants, les États-Unis recoururent à des opérations clandestines pour briser l'influence communiste. L'élection italienne d'avril 1948 opposa une démocratie chrétienne financée par les États-Unis et massivement soutenue par l'Église catholique et le Vatican, à un front populaire démocratique conduit par les communistes et financé par les soviétiques. La CIA fit écrire par des Italo-Américains des lettres à leurs proches en Italie, pour les agiter contre la menace communiste. Les démocrates chrétiens remportèrent près de 50% des voix.
Furieux de l'introduction du Deutschmark et de ce qu'il percevait comme une tentative américaine de maintenir l'Allemagne divisée à ses propres fins, Staline voulait riposter sans risquer une guerre ouverte avec les pays occidentaux. En juin 1948, lorsque le Deutschmark commença à circuler à Berlin, les Soviétiques coupèrent toute la circulation de surface entre l'Allemagne occidentale et la capitale, puis cessèrent toute livraison de nourriture et d'électricité à Berlin-Ouest. Staline avait décidé du premier vrai bras de fer de la guerre froide. Le blocus de Berlin, qui dura presque un an, fut un échec politique soviétique de bout en bout. Il ne parvint pas à affamer Berlin-Ouest. Un pont aérien américano-britannique fournit suffisamment de ravitaillement pour maintenir les secteurs occidentaux en vie. Certains jours, des avions atterrissaient à l'aéroport de Tempelhof à 3 minutes d'intervalle. Plus grave encore pour Staline, le stand-off prolongé convainquit même les Allemands qui avaient jusque-là douté que l'Union soviétique ne pouvait être un vecteur de leur amélioration. Sur les rues de Berlin, plus d'un demi-million de personnes manifestèrent contre les politiques soviétiques. Lorsque le CED expulsa les élus des autres parties de l'hôtel de ville situé en Berlin-Est, ceux-ci se réunirent à l'ouest et élurent un maire social-démocrate, le redoutable syndicaliste Ernst Reuter. Le jeune Willy Brandt, social-démocrate allemand qui avait pris les armes contre le régime de Hitler et rentrait à Berlin en 1946 avec un uniforme d'officier norvégien, aida à organiser la résistance. Mais il doutait lui-même de l'issue finale. Le besoin de rassurer non seulement les Berlinois mais aussi les autres Européens sur la détermination américaine à rester constitua une raison majeure qui poussa l'administration Truman, à l'automne 1948, à engager des négociations en vue d'un traité d'alliance formel avec les pays d'Europe occidentale. La résistance intérieure était considérable. Les Américains n'étaient pas naturellement portés à former des alliances étrangères en temps de paix, et leur père fondateur les avait mis en garde contre toute alliance contraignante avec les puissances européennes. Mais en 1949, la peur semblait l'emporter sur toutes les autres considérations. Truman réunit une coalition au Congrès pour créer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, une alliance intégrée assortie d'une obligation de défense mutuelle. Ce qui fut le plus remarquable fut la rapidité avec laquelle les gouvernements européens firent la queue pour en faire partie. Même en Scandinavie, avec sa longue tradition de neutralité, les sociodémocrates danois et norvégiens firent passer en force les demandes d'adhésion dans leur parlement. L'ambassadeur norvégien aux États-Unis l'expliqua simplement. La Norvège avait appris sa leçon en 1940. La neutralité n'avait aucun rapport avec les réalités de la vie. L'ajout le plus curieux fut le Portugal, qui n'était ni une démocratie ni un allié de la Seconde Guerre mondiale, mais dont les îles Atlantiques étaient jugées essentielles comme base en cas de guerre contre les Soviétiques. Les effets initiaux de l'OTAN en Europe ne furent ni militaires ni politiques. Ils furent substantiellement psychologiques. Les Européens de l'Ouest non communistes commencèrent à croire que les États-Unis ne se retiraient pas du continent de sitôt. Si l'objectif de l'OTAN, comme son premier secrétaire général, Lord Ismay, aurait plaisanté, était de « garder les Américains dedans, les Soviétiques dehors et les Allemands sous contrôle », c'était là un objectif auquel la majorité des Européens de l'Ouest adhérait vers 1950. Togliatti condamna néanmoins son gouvernement dans le Parlement italien avec véhémence. Nous disons non au pacte atlantique, non, parce qu'il est un pacte de préparation à la guerre, non, à votre politique d'hostilité et d'agression contre l'Union soviétique. Avec les préparatifs de guerre vinrent les craintes de subversion intérieure. La chasse publique aux sorcières contre les communistes et autres militants de gauche dans les années 1940 et 1950 eut des effets tout aussi dévastateurs. Les accusations de déloyauté, pour la plupart totalement infondées, poussèrent de nombreux experts compétents à quitter le service de l'État. Joseph McCarthy, le sénateur démagogique et hyperbolique du Wisconsin dont les discours au Sénat vinrent symboliser la paranoïa anticommuniste, fit davantage de tort aux intérêts américains qu'aucune des opérations clandestines de Staline. En février 1950, McCarthy prétendit avoir la preuve que 205, chiffre rectifié ultérieurement à 57, communistes travaillaient au département d'État, et traita le président de traître. Pour les plus modestes des personnes visées, ouvriers, acteurs, enseignants, avocats, c'était un monde kafkaïen, où leurs paroles étaient déformées et retournées contre eux lors d'audiences publiques par des personnes qui ne les connaissaient ni eux ni leurs activités. Le McCarthyisme, comme on l'appela bientôt, abaissa la réputation des États-Unis dans le monde et aida considérablement la propagande soviétique, notamment en Europe occidentale. Paradoxalement, une conséquence du McCarthyisme fut que l'hystérie publique rendit les enquêtes sur les véritables réseaux d'espionnage plus difficiles. Depuis les années 1930, il existait une présence soviétique substantielle dans les services de renseignement américains, tout comme dans les principaux pays européens. Ces agents, certains par idéologie, d'autres contraints ou corrompus, avaient fourni d'importantes informations à Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale, et leurs activités s'intensifièrent avec la guerre froide. Le physicien Klaus Fuchs, espion britannique d'origine allemande, avait fourni des renseignements sur le programme nucléaire américain jusqu'à son arrestation en 1950.
Grâce à l'opération Venona, le contre-espionnage américain décoda progressivement les codes soviétiques et arrêta de nombreux espions. Mais comme Venona devait rester secrète, même, s'avéra-t-il, du président Truman, ces résultats ne firent guère pour apaiser les craintes publiques de subversion communiste. L'alarme que la guerre froide créa aux États-Unis pâlit en comparaison des spasmes que connurent l'Union soviétique et l'Europe de l'Est. Jusqu'à la mort de Staline en 1953, dénonciation, purge et procès staliniens étaient à l'ordre du jour. Ce n'était pas nouveau dans l'histoire soviétique, cela répétait à bien des égards ce qui s'était passé à plusieurs reprises depuis la révolution bolchevique. Le premier problème était constitué des centaines de milliers de soldats revenus des camps de prisonniers allemands. Pouvait-on leur faire confiance ? Plus d'un tiers d'entre eux furent conduits directement des camps allemands aux camps de prisonniers soviétiques. Ceux qui avaient vécu sous occupation allemande furent pour la plupart enquêtés et beaucoup envoyés dans les camps. Même les soldats victorieux de l'armée rouge de retour du front étaient considérés comme suspects. Ils avaient peut-être entrevu des façons de vivre à l'étranger incompatibles avec les visions soviétiques de l'avenir. Le pire crime soviétique des années 1940 fut les déportations massives de peuples entiers ou de groupes de population de l'Ouest vers l'Est de l'URSS. Pendant la guerre, plus d'1 million de soviétiques d'origine allemande furent déportés à l'Est, auxquels s'ajoutèrent 1 million de musulmans du Caucase et de Crimée, tchétchènes, ingouches, kalmouks, tatars, turcs et autres, considérés comme des menaces pour la sécurité. 1/5 d'entre eux moururent dans les 3 premières années après leur déportation. En Pologne orientale, désormais incorporée à l'Union soviétique, les communistes achevèrent les déportations soviétiques des vieilles élites qu'Hitler avait interrompues en 1941. Au début des années 1950, la population soviétique contrôlée par le Goulag atteignit son niveau record, avec plus de 2,5 millions de prisonniers. En Ukraine et dans les États baltes, certains groupes continuèrent de résister. En Ukraine, l'Organisation des nationalistes ukrainiens, OUN, dont le chef Roman Shukevich fut tué en 1950, exista jusqu'alors dans l'Union soviétique. Dans les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, la résistance se cristallisa autour d'anciens officiers connus sous le nom de « frères de la forêt ». Les combats durèrent près d'une décennie et coûtèrent jusqu'à 50 000 vies, principalement en Lituanie. Environ 10% de la totalité de la population adulte des États baltes fut déportée ou envoyée dans des camps de travail soviétiques entre 1940 et 1953. Les purges internes au bloc communiste culminèrent avec le conflit avec la Yougoslavie, un clash totalement inutile, créé par l'indécision et la paranoïa de Staline. Les communistes yougoslaves étaient la seule formation d'Europe de l'Est à avoir pris le pouvoir par ses propres moyens après la Seconde Guerre mondiale. Non seulement les partisans du parti avaient tenu tête aux Allemands, mais ils avaient également défait les milices croates, et après la guerre, les tchétniks du mouvement royaliste et conservateur à prédominance serbe de Draha Mihalović. Les communistes yougoslaves étaient dirigés par le flamboyant et énergique Josip Broz, qui se faisait appeler Tito, vétéran organisateur d'ascendance croate et slovène mixte ayant passé plusieurs années en Union soviétique. En 1946, Tito avait proclamé une république fédérale socialiste de Yougoslavie idéologiquement alignée sur l'Union soviétique. Tito se répandait en éloges sur Staline et voulait être connu comme le disciple le plus zélé et le plus puissant du Vos d'Astérisque en Europe de l'Est. Mais son approche éveilla les soupçons de Staline. Les communistes yougoslaves n'étaient pas dépendants des soviétiques pour leur pouvoir intérieur. À une réunion convoquée en hâte à Moscou en février 1948, le dirigeant soviétique accusa Tito d'erreurs systématiques et de « penchant gauchiste ». Les soviétiques retirèrent unilatéralement tous leurs conseillers de Yougoslavie. En juin 1948, le Cominform expulsa les Yougoslaves, les accusant de révisionnisme et de trahison de la cause de la solidarité internationale des travailleurs. Tito tint bon. Ayant vécu à Moscou pendant les purges des années 1930, il savait que céder équivalait à signer sa condamnation à mort. Lorsque le régime de Tito ne s'effondra pas à l'ordre de Staline, les soviétiques lancèrent une vague de purges contre des communistes partout en Europe de l'Est susceptibles d'être soupçonnés de désobéissance. Les victimes furent choisies plus ou moins aléatoirement, mais toujours parmi des communistes ayant fait preuve d'initiative et populaires au sein de leur propre parti. En Hongrie, Laszlo Rajk, communiste juif qui avait combattu en Espagne, fut accusé d'être un espion titiste et un agent de l'impérialisme. Il fut fusillé en octobre 1949. En Bulgarie, Treshko Kostov, numéro 2 de Dimitrov, fut exécuté 2 mois plus tard. En Tchécoslovaquie, Rudolf Slansky, secrétaire général du Parti communiste, eut moins de chance que ses homologues polonais et roumains. Sa confession, bien répétée avant le procès, fut un vrai aveu de tout ce que l'accusation affirmait, et il fut exécuté en décembre 1952. Ces confessions, absolument incroyables et donc ridicules, contribuèrent à la perte de foi dans le communisme en Europe occidentale. Pour les populations d'Europe de l'Est et d'Union soviétique elle-même,
Il est difficile de savoir si les procès et les purges changèrent grand-chose à leur jugement sur le régime, à moins que leur famille ou leurs amis n'en soient directement victimes. La plupart choisirent de se concentrer sur la reconstruction de leur pays, qui pourrait offrir une vie meilleure à leurs enfants et petits-enfants, à défaut d'eux-mêmes. Les autorités communistes parvinrent à honorer certaines de leurs promesses sociales et économiques, notamment pendant la période de reconstruction. Les communistes savaient coordonner les ressources, n'ayant ni marché ni société civile pour interférer avec leurs dispositions. Le logement, par exemple, fut reconstruit plus facilement en Europe de l'Est, même si la qualité de construction était médiocre. Les services sociaux, comme les soins de santé et la prise en charge des personnes âgées, se développèrent plus rapidement. Dans l'ensemble, les économies d'Europe de l'Est crurent plus vite que celles de l'Ouest au cours des premières années d'après-guerre. Mais elles partaient d'une position beaucoup plus basse, et la croissance fut la plus forte dans les économies les moins développées, comme la Bulgarie. En Union soviétique elle-même, il fallut longtemps pour améliorer le niveau de vie des populations. En 1946, une famine sévit dans certaines régions du pays, non mentionnées, bien sûr, dans les médias soviétiques. Les autorités soviétiques maintenaient les systèmes de commandement de l'économie de guerre et les utilisaient encore plus rigoureusement qu'avant, avec des quotas de production fixés dans le moindre détail. La priorité allait à l'industrie lourde, les aciéries et la production de machines figuraient toujours en tête de liste. Pourtant, selon ses propres critères, la production soviétique retrouva sa capacité d'avant-guerre à une vitesse remarquable. Une raison significative en était simplement la paix. La Russie avait été en guerre, intérieurement ou extérieurement, à travers des guerres civiles, la collectivisation ou des purges depuis 1914. Même si Staline n'avait nullement renoncé aux campagnes politiques, il comprit qu'une nouvelle vague de cette ampleur juste après la Seconde Guerre mondiale aurait été excessive. Avec au moins l'apparence de la paix, la production soviétique put rattraper son retard. Pour beaucoup de gens, la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale signifiait aussi s'adapter à une nouvelle façon de voir le monde. La guerre froide avait ses racines dans les premières parties du XXe siècle, et son ombre s'étendait depuis longtemps sur une grande partie de l'histoire européenne et mondiale. Mais c'est dans les premières années intenses de l'après-guerre que le conflit entre communisme et capitalisme s'imposa presque partout comme l'affrontement dominant à l'échelle mondiale. Alors que les gens s'affairaient à reconstruire leur vie, trouver un toit, nourrir leurs enfants, trouver du travail, ils découvraient qu'ils le faisaient de plus en plus dans un cadre défini par la guerre froide. Ils n'avaient peut-être pas le sentiment d'être partie prenante au conflit, mais ils ne pouvaient éviter d'en être touchés. Ils créaient des contraintes et des opportunités qu'ils n'avaient encore jamais connues, ni en temps de guerre ni en temps de paix. Et progressivement, la guerre froide reliait entre elles différentes parties du monde selon des modalités et à des fins qui n'avaient pas été évidentes par le passé. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.